Salut Sentinelle, ici c'est Multivers Interdit, et aujourd'hui, la vérité éclate au grand jour. Tout le monde parle des recettes de Superman. Certains disent que c'est un échec, d'autres que c'est la renaissance du DCU. Mais si je vous disais que les deux camps ont tort, et en même temps raison, oui, le chiffre est bien réel, 588 millions. Mais ce que ce nombre cache est bien plus intéressant que ce que la plupart ont perçu. Et le plus fou, cela pourrait être le plus grand coup de James Gunn, sans même avoir battu de record. Si vous aimez les analyses Qualink solides, sans fanboyisme, vous êtes au bon endroit. La chaîne est sur le point d'atteindre un objectif important. Et si vous vous abonnez maintenant, non seulement vous contribuez à maintenir ce contenu en vie, mais vous rejoignez aussi notre résistance geek. Une communauté qui cherche à comprendre, et pas seulement à consommer. Et bien sûr, ici, on livre tout avec clarté, sans détour. Si ce contenu vous connecte aux vérités du multivers, laissez déjà un like et entrez dans notre ligne secrète d'abonnés. Ah, et dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je veux savoir la ville et le pays de chaque sentinelle dispersé dans cet univers nerd. Je lis tout. Le nombre qui a divisé Internet. Quand Warner a annoncé que Superman avait clôturé son premier week-end de sortie avec 125 millions uniquement aux États-Unis, cela semblait être le début d'une nouvelle ère. Ce fut le plus grand démarrage domestique de l'histoire du personnage. Mais quelques jours plus tard, quand les portails ont commencé à publier le chiffre mondial 588 millions, la vague est arrivée. Il n'a pas atteint le milliard. Il n'a pas dépassé Man of Steel. C'est un flop. Et voilà le paradoxe. Comment un film peut-il être le plus grand lancement de Superman sur le territoire américain et, malgré tout, être qualifié de déception? Qu'attendait exactement le public? 1 milliard? Un miracle financier dès le premier reboot du DCU? Internet s'est jeté dans ce débat, comme s'il s'agissait d'un combat de l'UFC entre Henry Cavill et James Gunn. Et personne n'a vu que la vraie question n'était pas « a-t-il fait plus que le précédent ?» mais bien « a-t-il vraiment rapporté de l'argent ou non ?» Mais avant de plonger dans les bénéfices, il y a un facteur émotionnel que beaucoup ont ignoré. Et il peut expliquer pourquoi la pression sur ce film a été si brutale. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. C'est la question qui divise le plus les forums, les vidéos de critiques et même la bulle geek sur Twitter. Car tandis que certains jurent que Superman a été une perte déguisée, les chiffres racontent une histoire plus complexe. Et, oui, plus favorable aux studios, que beaucoup ne veulent l'admettre. Voyons les faits. Le film a eu un budget de production de 220 millions. La première formule la plus acceptée à Hollywood dit que, pour se rentabiliser, un film doit rapporter 2,5 fois son coût de production, en tenant compte des dépenses marketing et de la part prélevée par les cinémas. Cela placerait le point d'équilibre à 550 millions. Superman a déjà dépassé ce seuil. Il a terminé à 588 millions dans le monde. Techniquement, oui, il a fait du bénéfice. Mais il existe une deuxième formule, utilisée par les analystes de marché. Elle additionne le coût de production et celui du marketing, puis multiplie le tout par 1,5. Et c'est là qu'apparaît une divergence sérieuse. Tandis que Variety affirme que le marketing a coûté 125 millions, d'autres sources plus sceptiques parlent de plus de 200 millions. Si le marketing était bien de 125, le seuil de rentabilité tombe à 525 millions, ce qui donnerait un bénéfice réel d'environ 60 millions. Mais si les dépenses atteignaient 200 millions, le film aurait dû atteindre 637 millions pour s'équilibrer. Et là, il serait déficitaire. Et c'est ici que tout bascule. Car aucun studio ne révèle jamais les chiffres réels du marketing. Tout ce que nous avons, ce sont des estimations. Mais il existe un indice que beaucoup ont ignoré. Les paroles directes de James Gunn. Dans une interview, il a affirmé qu'il ne commencerait jamais un nouvel univers avec un film qui devrait atteindre 600 millions pour ne pas perdre d'argent. La logique est claire. Le plan était d'assurer un bénéfice sûr. Pas de créer un nouveau Justice League qui coulerait le studio dès le départ. Et même si vous doutez de la parole du réalisateur, il y a un autre détail qui pèse plus que n'importe quel tableau Excel. Warner savait que le retour financier ne viendrait pas seulement du cinéma.
Ils ont conçu le nouveau Superman en pensant au merchandising, aux ventes numériques et à l'expansion de la marque. Et cela, nous allons encore l'explorer en profondeur. Mais avant de continuer avec les contes, il y a un point dans cette équation émotionnelle que beaucoup oublient. Le bénéfice ne signifie pas toujours victoire culturelle. Et c'est là qu'entre en jeu l'équation invisible qui définit le véritable impact de Superman. L'obsession pour les chiffres du box-office a créé une illusion collective. L'idée que le succès d'un film se résume uniquement aux recettes en salle. Mais ce n'est que le début de l'équation. Car Superman n'a pas été conçu comme un simple film. Il est le produit central d'un engrenage plus vaste. Et cela change tout. Même si les chiffres du box-office laissent planer des doutes, on sait que le nouveau Superman a bénéficié d'une campagne marketing agressive, avec des partenariats mondiaux qui vont bien au-delà de la simple vente de billets. Toyota et Spotify, par exemple, n'ont pas seulement utilisé l'image du héros, ils ont payé très cher pour le faire. C'est ce qu'on appelle le brand value. Et lorsqu'il s'agit de Superman, cette force symbolique a toujours généré des contrats de poids. Nous n'avons pas accès aux montants officiels de ces partenariats, mais on peut regarder en arrière. En 2013, Man of Steel avait généré 170 millions rien qu'avec des accords commerciaux, avant même la sortie du film. Si l'actuel a réussi ne serait-ce que la moitié de cela compenserait déjà une grande partie des dépenses marketing. Et ici, nous n'avons même pas encore parlé des ventes de jouets sous licence, qui historiquement ont toujours très bien fonctionné avec le personnage. Superman se vend, et se vend énormément. De plus, ce qui vient après la sortie en salle compte aussi. Vente numérique, Blu-rays, contrats de distribution internationale et bien sûr, le streaming. Quand le film arrivera sur Max, il est presque certain qu'il y aura un pic d'abonnements. Comme cela s'est produit avec la version Snyder de Justice League en 2021. C'est une recette directe pour la plateforme, qui appartient à la même Warner. Le film devient alors un actif à long terme, et non une dépense ponctuelle. Et tout cela sans compter l'impact secondaire généré par Superman. Après la sortie, la fréquentation de Man of Steel a explosé sur la plateforme, augmentant de plus de 200%. C'est ce que Hollywood appelle le revival de catalogue. En d'autres termes, même les anciens films recommencent à générer des revenus. Lorsqu'un reboot fonctionne, il entraîne le passé avec lui. Et cela a de la valeur. C'est pourquoi limiter l'analyse à l'équation froide de 588 millions contre le budget de production revient à sous-estimer le marché lui-même. Le box-office n'est que la vitrine. Mais la boutique entière fait du bénéfice. Et pourtant, il existe un chiffre qui dérange, et qui a moins à voir avec l'argent qu'avec l'héritage. Car même si Superman s'est bien vendu, il n'a toujours pas dépassé Man of Steel. Et cela soulève une autre question. Si le film est si bon, pourquoi n'a-t-il pas rapporté davantage ? Quand on dit que le nouveau Superman n'a pas réussi à dépasser les recettes de Man of Steel, la comparaison peut sembler simple. Mais elle est faussée dès le départ. Elle ignore le contexte dans lequel chaque film est sorti. En 2013, le paysage était tout autre. Le MCU était en pleine ascension. La trilogie de Nolan avait élevé le cinéma de super-héros à un niveau supérieur. Et l'attente autour de l'arrivée du Superman de Zack Snyder était presque mythologique. La comparaison entre les deux films peut sembler juste, mais elle ne l'est pas. Man of Steel a surfé sur une vague d'enthousiasme pour un marché encore en pleine expansion, avec un public fasciné par le genre. Cette année-là, même Thor. The Dark World avait dépassé les 600 millions. Début 2025, le genre est usé. L'intérêt général a baissé. Des films avec des personnages moins centraux se sont effondrés, autant chez Marvel que chez DC. Et, plus important encore, le public a perdu confiance dans la marque DC après des années de projets avortés, de changements d'acteurs et de promesses non tenues. Le Superman de Gunn n'a pas bénéficié du privilège du doute. Il a été lancé sur un terrain miné, avec un fandom divisé et un historique récent de déception. Ce n'était pas seulement un film, c'était une tentative de restauration symbolique. Un effort pour dire « cette fois, c'est la bonne ». Et malgré tout, il a fait plus aux États-Unis que n'importe quel autre film du personnage, y compris Batman v Superman et Justice League. Cela, en soi,
indique déjà une reconfiguration de l'intérêt, du moins du public domestique, qui a historiquement plus de poids sur le marché nord-américain. Mais le détail que presque personne ne mentionne, c'est l'inflation. Une fois les chiffres ajustés, le nouveau Superman tombe à la 5e place parmi les films solo du personnage. Et si l'on inclut ses apparitions dans des crossovers comme Justice League, le classement est encore moins flatteur. Mais ce calcul contient un piège. Car ce n'est pas seulement la valeur qui change avec l'inflation, ce sont aussi le prix du billet, le nombre d'écrans, la concurrence pour l'attention. En 2013, l'expérience du cinéma était centrale. En 2025, elle doit rivaliser avec le streaming, les réseaux sociaux et la fatigue narrative. Et malgré cela, le Superman actuel a mieux vendu que The Marvels, Thunderbolts, First Steps et a même laissé Captain America 4 loin derrière. La vérité dérangeante est que le nouveau Superman n'a pas perdu face à l'ancien. Il a remporté une autre bataille. Plus difficile, plus silencieuse, et que beaucoup n'ont même pas remarqué. Mais il reste encore à répondre à une question qui nourrit la méfiance. Si Gunn a tout fait correctement, pourquoi tant de gens voient-ils encore ce film comme une déception? Lorsqu'un film sort, le public n'arrive pas vierge. Il apporte avec lui un bagage, des attentes, des frustrations, des traumatismes liés à d'autres œuvres. Et le nouveau Superman a dû affronter le poids d'un univers précédent qui s'était effondré aux yeux de tous. Même si James Gunn a lancé un soft reboot, il n'a pas réussi à effacer l'historique récent de la marque DC. Et cela, à lui seul, compromettait déjà une partie de l'engagement populaire. Il y a peu, le public associait encore le label DC à de la confusion créative, des changements d'acteurs, des promesses creuses et des décisions précipitées. L'héritage du Snyderverse s'est terminé sans conclusion. The Flash a été un désastre critique et commercial. Shazam 2 est presque passé inaperçu. Et Aquaman 2, malgré le milliard engrangé par le premier film, n'a pas réussi à réagir. Tout cela a créé une impression de désintérêt généralisé. Beaucoup, même curieux du nouveau Superman, ont choisi d'attendre. Ou pire, sont entrés dans la salle avec méfiance. Cette défiance n'existait pas quand Man of Steel est arrivé. En 2013, le public avait encore la sensation que DC était synonyme de qualité, en grande partie grâce à la trilogie de Nolan. Aujourd'hui, le studio tente de regagner un prestige perdu, et cela exige plus qu'un bon film. Cela demande du temps, de la cohérence et un nouveau récit. De plus, l'usure ne vient pas seulement de la critique. En interne, le fandom lui-même s'est fracturé. Une partie des fans de Cavill a ressenti le reboot comme une trahison. Une autre pensait que Gunn ne pourrait jamais réinventer le personnage sans perdre l'impact visuel de Snyder. Même avec de bonnes critiques, la division persistait. Et un public divisé ne génère jamais le même type d'enthousiasme qu'un fandom uni. Mais peut-être que le plus grand défi de Gunn a été celui-ci. Lancer Superman, non pas comme un spectacle, mais comme une demande de réconciliation. Le film devait prouver que le héros restait pertinent, que DC avait un plan et que le public pouvait à nouveau avoir confiance. Et, à en juger par les signes, il y est parvenu. Sauf que convaincre le public est une chose. Convaincre les investisseurs et les algorithmes en est une autre. Et sur ce point, Warner savait qu'il fallait plus qu'un box-office. Il fallait un jalon symbolique. Et c'est ce que Gunn a livré. Pour comprendre si Superman a été ou non un succès, il faut regarder au-delà des chiffres et évaluer les véritables objectifs de Warner. Il ne s'agissait pas seulement de retrouver des recettes. Le studio devait prouver qu'il était capable de lancer un univers cohérent, attractif et durable, chose que l'ancien DCU n'avait jamais su offrir. Et, sur ce plan, la réponse est déjà dans les indicateurs. Le box-office domestique de Superman a dépassé en seulement 48 heures le total américain de Blue Beetle, Shazam 2, The Flash et Black Adam. En moins de 10 jours, le film a surpassé le cumul mondial de Thunderbolts et a laissé Captain America 4 derrière lui. C'est plus qu'une victoire symbolique. C'est la première fois depuis 2008 que DC batte directement Marvel dans le box-office annuel. Ce changement de position a du poids. Il montre que l'usure n'est pas propre à DC. Le MCU lui-même n'attire plus les foules comme en 2019. La différence, c'est que
Tandis que Marvel tente encore de gérer une fatigue narrative, Warner a utilisé Superman comme nouveau départ, et cela crée un autre type d'énergie. Un reboot n'a pas besoin de rivaliser avec l'âge d'or, il doit générer de l'espoir. De plus, la réception critique a été largement positive. Pour la première fois depuis des années, le film a uni l'avis de la critique et celui du public, ce que Man of Steel lui-même n'avait pas réussi. Le consensus est que Gunn a rendu à Superman son humanité, son charisme, et, surtout, sa pertinence. Et l'impact se fait déjà sentir par des effets secondaires. L'intérêt pour Man of Steel a explosé en streaming. L'affiche de Supergirl, Woman of Tomorrow, a immédiatement viralité après la sortie de Superman. Et l'engouement autour de la 3e saison de My Adventures with Superman s'est visiblement accru. Cela indique un effet de contagion. Le public n'a pas seulement apprécié le nouveau héros, il veut davantage de cet univers. Gunn a compris quelque chose que beaucoup d'exécutifs ignorent. Il ne s'agit pas seulement de vendre des billets. Il s'agit de restaurer le lien entre le personnage et le spectateur. La victoire de Superman ne s'est pas jouée sur des chiffres astronomiques. Elle s'est jouée sur la reconstruction de la confiance. Et cela, pour un studio qui coulait depuis presque une décennie, vaut plus que n'importe quel record de lancement. Mais la comparaison décisive n'est peut-être pas avec Man of Steel. La véritable métrique se trouve dans un autre héros et un autre reboot. L'erreur la plus courante dans l'analyse de la performance de Superman est de le placer côte à côte avec Man of Steel, comme si les deux avaient été lancés dans les mêmes conditions, avec le même public et le même contexte de marché. Mais il existe une comparaison plus juste et bien plus révélatrice. En termes de fonction narrative et de poids symbolique, le Superman de Gunn a bien plus en commun avec Batman Begins qu'avec toute autre œuvre récente de DC. Batman Begins est sorti en 2005 avec un défi similaire, reconquérir un public traumatisé par les excès de Joel Schumacher et par la caricature qu'était devenu le personnage. Il n'avait pas besoin de battre des records. Il devait prouver que Batman restait pertinent, sérieux et digne de nouvelles histoires. Et il a réussi cela en récoltant des recettes modestes de 375 millions. Un chiffre qui, ajusté à l'inflation, reste inférieur à celui de Batman Forever. Mais aujourd'hui, personne ne placerait Begins en dessous de ce film, parce que l'héritage ne se mesure pas uniquement au box-office. Le Superman de Gunn remplit exactement cette fonction. Il n'est pas venu pour rivaliser avec les plus gros bénéfices de l'âge d'or des super-héros. Il est venu montrer qu'il existe encore de la valeur dans ce personnage. Qu'il est encore possible de croire à l'idéal, à l'empathie et au courage. Des concepts qui, ironiquement, sont devenus rares dans le genre même qu'il a contribué à fonder. Et le résultat se diffuse déjà. L'intérêt pour des personnages secondaires comme Supergirl a augmenté. Les discussions sur le nouveau DCU sont redevenues un sujet central sur les chaînes geeks, dans la critique spécialisée et sur les réseaux sociaux, ce qui n'était plus arrivé avec constance depuis Joker. La mission de rouvrir les portes a été accomplie. Avec des bénéfices modestes ? Oui, mais avec un impact durable. Gunn savait qu'il n'avait pas besoin d'1 milliard pour prouver que DC avait encore du souffle. Il lui fallait un film qui serve de base solide. Un film que les gens voudraient revoir, qui crée de l'identification, qui génère du débat et, surtout, qui réintroduise Superman comme le cœur d'un univers entier. Lorsqu'un reboot provoque ce type de réaction, il n'a pas besoin de briser des records. Il doit simplement allumer l'étincelle adéquate. Et cette étincelle, à en juger par les signaux, a déjà commencé à se propager. Il ne reste plus qu'une pièce pour clore cette analyse. L'essence qui a donné de la force à tout cela. Et elle n'est pas venue du CGI, ni de la direction artistique. Elle est née du choix le plus risqué et le plus humain que James Gunn ait fait. James Gunn savait qu'il ne suffisait pas de redresser le personnage au box-office. Le véritable défi était émotionnel. Le Superman du nouveau DCU devait être quelqu'un que le public aurait envie de suivre, capable de susciter de l'empathie à une époque où les héros sont perçus davantage comme des marques que comme des symboles. Et c'est précisément là que le film a triomphé. Critiques et fans se sont accordés sur un point. Ce Superman ne cherche pas à être un demi-dieu inaccessible.
Il est faillible, proche, avec des dilemmes compréhensibles. Gunn s'est inspiré implicitement du ton de All-Star Superman et de Superman for All Seasons. Ce sont des récits où le héros ne se définit pas seulement par sa force, mais aussi par sa compassion. Cette dimension, reléguée à l'arrière-plan dans le Snyderverse, devient désormais l'axe central de la narration. Le reflet est immédiat. Le fandom, qui était divisé, s'est rassemblé autour de l'idée que Superman pouvait redevenir le cœur de DC. La hausse soudaine des visionnages de Man of Steel sur les plateformes de streaming n'est pas seulement de la nostalgie, c'est une curiosité renouvelée. La campagne de Supergirl, Woman of Tomorrow, a profité de cet élan, montrant que Warner sait que la force du nouveau DCU dépend de ce lien restauré. Gunn n'avait pas besoin d'1 milliard pour prouver que sa vision fonctionnait. Il avait besoin de quelque chose de plus rare, redonner au public l'envie de croire en Superman. Le film n'a peut-être pas battu de records historiques, mais il a posé les bases émotionnelles pour que ce nouvel univers ait un avenir. Et c'est peut-être là le plus grand gain de tous. Et maintenant, j'aimerais avoir ton avis. Qu'est-ce qui compte le plus pour l'héritage d'un héros ? Les chiffres du box-office ou la capacité à reconnecter le public avec son essence ?